La visite intervient dans un momentum très positif pour nos relations bilatérales. Des relations qui ont toujours été amicales, des relations qui ont toujours été orientées vers la coopération et des relations qui ont été toujours empreintes d'un esprit de sérénité et de compréhension mutuelle. Aujourd'hui, la volonté, c'est de leur donner un contenu solide à deux niveaux. Au niveau de la concertation politique, et je pense que nous nous concertons souvent sur beaucoup de sujets. Nous nous sommes vus à New York le mois dernier. On a eu des entretiens téléphoniques à plusieurs reprises et on s'est rencontrés en marge de plusieurs réunions. Donc il y a une pratique, une tradition de concertation sur beaucoup de sujets. Et sur beaucoup de sujets, nous partageons la même vision, fondée sur les mêmes valeurs, sur les mêmes intérêts pour la paix et la stabilité régionale et internationale. Dans le cadre de cette concertation, je pense que nous avons aussi créé une pratique de soutien réciproque concernant les candidatures. Et là, je réitère notre soutien à la candidature du Luxembourg pour le mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité, je pense 2030-2031 pour vous. Et en contrepartie, 31-32, et on vous remercie pour votre soutien à notre candidature pour le Conseil de sécurité aussi 28-29 pour le Maroc. Donc, le volet concertation politique, soutien dans les organisations régionales et internationales, quelque chose qui est mis en place aujourd'hui. Le deuxième volet qui est très important, c'est le volet économique. Et là aussi, je pense, on a réalisé beaucoup d'avancées. On se prépare à accueillir son Altesse Royale, le Grand-Duc héritier du Luxembourg, à la tête d'une mission économique les 10 et 13 octobre. Ça va être la troisième mission, après celle de 2015 et de 2019. Le Luxembourg est aujourd'hui dans les top 10 des investisseurs étrangers au Maroc et l'année dernière, c'était même le 5e investisseur au Maroc. L'ouverture du bureau économique luxembourgeois à Casa est un autre signal de cette volonté de renforcer les relations bilatérales. Je comprends que c'est le premier en Afrique et seulement parmi les 9 que vous avez de par le monde. Et ça, c'est un signal aussi de cette volonté de faire du Maroc cette plateforme économique, cette plateforme d'investissement et de commerce du Luxembourg vers le continent africain. Je pense aussi que la position de Luxembourg sur des questions importantes pour le Maroc comme la question du Sahara renforce le momentum aujourd'hui de nos relations bilatérales. Nous apprécions cette position constructive, cette position positive et cette position qui aide les efforts menés par le secrétaire général et son envoyé personnel. Donc aujourd'hui, on a ce momentum à la fois par rapport à un renforcement des concertations politiques, un renforcement du contenu économique de la relation, mais aussi par rapport à cette expression de la position du Luxembourg sur la question du Sahara marocain qui ouvre des perspectives très prometteuses pour nos relations bilatérales et qui fera de cette visite un moment important de nos relations. Donc encore une fois, cher Jean, c'est un plaisir de te recevoir et surtout merci pour tout ce que tu fais pour le renforcement de cette relation bilatérale. Merci. Personnellement, c'est très difficile à expliquer en quelques phrases ma relation en tant que ministre des Affaires étrangères avec le Maroc. J'étais plusieurs fois ici et déjà, je pense, la première visite, ça doit avoir été en 2004-2005.
Et donc j'ai vécu un peu votre évolution. Bon, j'ai essayé d'expliquer un peu à Nasser donc la mentalité européenne et la situation dans laquelle l'Europe se trouve actuellement. Bon, c'est, je pense, aussi difficile que de m'expliquer donc la position de la Ligue arabe, par exemple, mais nous nous donnons de la peine d'avoir une position commune en matière de politique étrangère, ce qui n'est pas facile. On est 27 pays avec 27 parlements et évidemment des mentalités, des histoires, de la géographie très différentes. Mais je pense que je pourrais quand même dire deux mots, si vous êtes d'accord. L'Europe n'a pas explosé après le Brexit. Et ça, c'était déjà quelque chose de très particulier. Vous savez que je ne pense pas que les Anglais se sentent bien dans leur peau actuellement, mais nous non plus. Je pense que l'Europe, effectivement, stratégiquement, politiquement, aurait eu un poids beaucoup plus important avec UK que sans UK, mais bon, on cherche à avoir des relations qui restent des relations, de bonnes relations avec la Grande-Bretagne, mais vous voyez, je pense que ce n'était pas le moment de nous quitter en ce moment. Alors, il y a des perturbations. C'est comme un orage. Hein. Bon, alors, deuxièmement, je vais vous expliquer un tout petit peu notre position, je pense, sur l'Ukraine et sur la Russie. Donc, on a vraiment essayé à tout faire dans l'Union européenne pour éviter cette intervention militaire russe, cette guerre, hein, il faut la nommer comme c'est une guerre en Ukraine. Malheureusement, on n'a pas réussi. Je pense que personne n'aurait réussi parce que, en fait, moi je pense que la Russie et Poutine avaient déjà décidé au mois d'octobre, novembre 2021 de faire cette guerre. Bon, nous sommes confrontés avec une guerre qui n'est pas une guerre européenne. Si Poutine gagne cette guerre, c'est que la loi du plus fort donc gagne et on ne sait pas où ça s'arrêtera. La Russie, c'était l'Union soviétique à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, a contribué à établir toutes les règles de la Charte des Nations Unies, tout le droit international qui s'en est suivi, et c'est eux-mêmes, membres permanents du Conseil de sécurité, qui bafouent donc toutes ces règles, et on est dans une situation dramatique pour les Ukrainiens, mais il y a une peur énorme en Europe. Je pense que les deux conséquences sont, pour nous, quand même gérables, c'est-à-dire qu'on a peur d'être froid, d'avoir froid en hiver, parce que les réservoirs de gaz ne sont pas remplis, mais pour l'Afrique et pour beaucoup de pays en Afrique, c'est une autre peur, c'est la peur d'aller vers une famine, donc une crise alimentaire. Et donc, je pense qu'il faut une réaction européenne, mais aussi une réaction de la communauté internationale pour essayer de stopper donc cette guerre. Ce que nous avons fait, c'est deux ou trois choses importantes. La première, par les sanctions qu'on a décrétées, arrêter Poutine, ne pas lui donner les moyens de continuer la guerre, ce qui est, je pense, pour nous, est quand même logique. Et deuxièmement, on ne peut pas intervenir, ni l'OTAN ni un autre, intervenir militairement, sinon on va vers la catastrophe. Donc on a donc essayé de donner des équipements militaires à l'Ukraine pour se défendre. Nous, pas seulement l'Europe, c'est aussi d'autres pays, surtout les États-Unis d'Amérique et d'autres. Et bon, je sais qu'on ne peut pas résoudre le problème avec des sanctions et avec des armements. C'est pour ça qu'on a décidé aussi politiquement de donner le statut de candidat à l'Ukraine, donc que l'Ukraine puisse aller vers l'Union européenne. Tout ça, c'est aussi, ça prend du temps et c'est à moyen terme, mais nous espérons vraiment, avoir, comme disent les Anglais, window of opportunity, donc le moment où vraiment la diplomatie puisse répondre, parce que
cette peur en Europe, et je crois même au-delà de l'Europe. Si je pense à votre pays ici et à l'Afrique en entier, pas seulement l'Afrique du Nord, donc il y a une espérance qu'on puisse arriver à stopper cette guerre. Et ça, c'est le premier des enjeux de l'Union européenne. Il y a un deuxième point qui est très important pour vous, pour nous, je pense pour l'Europe, pour l'Afrique, c'est-à-dire la question du Sahara occidental. Et donc je tiens vraiment à réitérer le soutien de longue date de mon pays au processus mené par les Nations Unies. J'ai vu souvent, donc mon ami Taib Fassi, et toi, Nasser, tu étais très impliqué, tu étais chef de cabinet, donc vraiment, je connais cette histoire et nous saluons donc Stéphane de Mistura, maintenant a été nommé pour toute son expérience pour essayer de trouver des solutions. Et donc, nous considérons que le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux, crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution qui pourrait être acceptée par les parties. Voilà, sur ce point, je sais que l'importance donc, que ce point a pour vous, et je souhaite que vraiment la communauté internationale puisse vous aider à trouver une solution. Plusieurs pays européens, y compris celle aujourd'hui du Luxembourg, quelle évaluation faites-vous de ce cheminement pragmatique et constructif? On prend tout, c'est bon? Ma question est au ministre des Affaires étrangères luxembourgeois. Elle est relative à la crise ukrainienne. Vous avez cité nombre de solutions qui ne sont pas aujourd'hui viables, qui ne sont pas possibles. Donc ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une solution par voie diplomatique à ce conflit? Merci. Merci. Alors en réponse à votre question, effectivement, il y a, grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, grâce à l'implication directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il y a une dynamique qui est constatée en Europe et qui est complémentaire du soutien fort, visible, constant au niveau des pays arabes, des pays africains et ailleurs. Il y a bien sûr la position américaine qui a été également un tournant dans ce dossier. Aujourd'hui, au niveau de l'Europe, il y a une dynamique quantitative et qualitative. Au moins une dizaine de pays européens ont exprimé de manière claire leur appréciation positive de l'initiative d'autonomie. Je parle du Portugal, de l'Espagne, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Chypre, de la Roumanie, de la Hongrie, et en dehors de l'Union européenne, d'autres pays comme la Serbie. Et donc il y a cette dynamique, et c'est une dynamique importante à 3 niveaux. Importante d'abord parce que l'Europe, c'est une voie écoutée. L'Europe, c'est une voie légaliste. L'Europe, c'est une voie qui n'est pas dans la réaction émotionnelle. C'est une évolution réfléchie, c'est une évolution qui est constatée au niveau de plusieurs pays. Deuxièmement, l'Europe est proche du différend régional, connaît sa genèse, connaît son coût et connaît bien sûr l'importance d'une solution pragmatique, réaliste à ce différend régional. Et troisièmement, parce que cette dynamique aide les efforts des Nations Unies, aide les efforts de De Mistura pour parvenir à ce que le Conseil de sécurité a appelé de ses voeux qu'il y ait une solution réaliste, réalisable, basée sur le compromis. Et donc, cette dynamique autour de l'initiative marocaine d'autonomie peut constituer le prélude à une action au niveau international pour qu'enfin on puisse trouver une solution définitive de compromis
à ce différend régional, et bien sûr dans le respect total de la souveraineté territoriale et de l'unité nationale du Royaume du Maroc. Merci. Oui, j'enchaîne. Oui, donc Madame, votre question était vraiment une question très importante. Malheureusement, je pense que sur le fond, je ne suis pas capable de répondre positivement. Donc, ce que Poutine vient de dire dans son dernier discours aux Ukrainiens, jetez vos armes, arrêtez de vous défendre, on va négocier, mais sur ce qui a été décidé dans ces référendums, entre guillemets, on n'en parle pas, c'est décidé. Il faut bien s'imaginer que Poutine a donc pris, et la Douma est d'accord, des territoires qu'il ne contrôle pas. Vous avez vu les images à la télévision que certaines régions, une part de ces régions a été récupérée par l'Ukraine. Donc ce n'est pas une offre sérieuse de Poutine pour entamer des négociations. En général, pour négocier avec des instruments diplomatiques, et c'est le rôle de tout ministre des Affaires étrangères, et je pense que c'est le rôle de toute société civilisée, il faut un minimum de confiance. Et énormément de confiance a été détruit par les mensonges russes. Vous vous rappelez Poutine dire que jamais vous ne verrez les Russes tirer sur nos sœurs et frères en Ukraine. Il a dit ça 15 jours avant le 24 février. Et donc, le ministre des Affaires étrangères russe a dit vous faites de l'hystérie quand certains de mes collègues étaient encore à Moscou au début du mois de février de cette année. Non, ce n'est pas de l'hystérie, malheureusement, c'est la réalité, c'est cette guerre qui a été déclenchée. Donc, nous pensons en Europe qu'il faut essayer, par les sanctions, de montrer aussi au peuple russe que vraiment Poutine, leur président, est en train d'écarter la Russie de la société civilisée. Et deuxièmement, il faut malheureusement continuer aussi à donner des moyens aux Ukrainiens de se défendre. Ce sont les deux chemins qu'il faut poursuivre, espérant qu'en Russie, il y a une prise de conscience, mais bon, ce n'est pas à moi de déclarer ce qui va se passer en Russie en matière donc de la gestion du pouvoir. Ça, c'est aux Russes de décider. Mais en tout cas, je peux dire que les gens, surtout les hommes en Russie, de 18 ans à 60 ans, n'osent plus prendre le métro à Moscou parce que la police peut les attraper et leur donner cette fiche pour être mobilisés. Et vous voyez ce désastre parmi la population. Maintenant, chaque famille en Russie comprend que c'est la guerre, que ce n'est pas l'opération spéciale, mais que c'est la guerre. Et moi, je table quand même sur la seule institution sur la planète qui puisse arriver à des solutions diplomatiques, c'est les Nations Unies. Je ne vois pas un autre que les Nations Unies à prendre l'initiative à un certain moment. Le moment n'est pas venu, mais à un certain moment, et que là, l'Europe, évidemment, doit donner tout ce qu'elle a pour qu'on arrive donc à des solutions diplomatiques. Merci. Merci.